Est-ce que tu te rends compte comment il nous l'a fait à l'envers et comment il s'est bien foutu de nous? La chute d'FTX, c'est l'un des pires crashs que l'écosystème crypto ait connu. Cette année, on pensait avoir tout eu, on pensait avoir eu la totale. On a eu Terra Luna, Celsius, 3AC. Alors qu'on pensait que le pire était derrière nous, on se rend compte que le pire nous attend. Parce que là, la chute d'Alameda, la chute d'FTX, c'est que le début du commencement. Les jours qui arrivent risquent d'être très très sombres. Parce qu'on a SBF, le sociopathe, qui s'est foutu de tout l'écosystème crypto avec sa clique Caro Eco. Et là, la chute de son empire a et va causer des ravages colossaux. Je te le dis clairement, ici on dit les termes, faut s'attendre à un effet domino, je vais t'en reparler. En tout cas, j'espère que tu n'as pas été impacté, j'espère que tu as pu retirer tes fonds avant. Même si tu l'as été, on l'a tous un peu été parce que les marchés ont chuté, j'espère que tu gardes quand même tes convictions testostéronées. Parce que là, ce n'est pas la crypto le problème, mais la nature humaine. On va revenir sur les événements, on va voir les leçons qu'on peut en tirer pour ressortir grandi de cette histoire. On va voir les dommages collatéraux que ce crash a causé et surtout à quoi s'attendre dans les prochains mois sur le marché crypto. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, tu connais. Avant qu'on commence, viens, on appuie sur pause 2 secondes. J'ai une vraie question à te poser. L'eusses-tu cru? Franchement, qui l'eût cru? Perso, je l'ai pas cru. Si tu l'eusses cru, dis-le moi, mais franchement, on tombe de très très haut parce qu'on parle d'FTX, la deuxième plus grosse plateforme crypto au monde, qui était en train de se foutre de tout le monde. C'est vraiment fou. En tout cas, si tu l'eusses cru, dis-le moi en commentaire. Mais avant de revenir sur ce qui s'est réellement passé étape par étape, on va poser le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'SBF a créé son fonds Alameda Research en 2017. En 2019, il crée FTX, donc une plateforme d'échange crypto centralisée, initialement pour les traders. Et en 2019, tu as Binance qui investit dans FTX parce que le ref, il veut supporter les typeux. Normal, tu vois, c'est ça, on se donne de la fort entre nous, pas de galère. 2021, c'est le bull run, c'est le feu pour FTX qui réussit à avoir un succès fulgurant au point de devenir le plus gros sexe du monde. Il dépasse même des géants comme Coinbase et Kraken. C'est le feu, tout le monde en sens SBF. En 2021, il y a Binance qui vend ses parts qu'il avait investi dans FTX pour recevoir des FTT et du BUSD. Et retiens bien ça parce que c'est très 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 important pour la suite. Donc en avril, mai, juin, j'ai plus les dates exactes, on a connu les crashs de Terra Luna, Celsius, 3AC. Et en fait, à ce moment-là, les problèmes avaient déjà commencé pour SBF. Je te le dirai tout à l'heure, mais là, alors qu'il était en train de lâcher des billets comme ça à toutes les entreprises qui faisaient faillite, et même devant les médias, il disait même qu'il y a des entreprises qui sont insolvable en secret, lui-même était insolvable en secret. Est-ce que tu vois le niveau de sociopathie qu'il avait? C'est grave, c'est grave. Et une autre chose très importante, c'est qu'Alameda et FTX sont censés être des entités séparées et indépendantes, même si elles ont le même fondateur. Donc là, on va revenir sur la chronologie de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça commence le 2 novembre. Et d'ailleurs, je t'avais parlé de ça dans les crypto news la semaine dernière. CoinDesk a sorti une enquête dans laquelle il a révélé que sur les 14,6 milliards de dollars d'actifs que la société Alameda possède, 5,8 milliards sont des FTT, donc la crypto reliée à FTX. Et ça, c'est un problème parce que déjà, on voit qu'il y a un lien très ambigu et très fort entre Alameda et FTX, premièrement. Deuxièmement, si le cours du FTT chute, ça veut dire que la valeur qu'Alameda possède va chuter également. Ça encore, c'est rien.
Le 6 novembre, il y a une autre enquête qui est sortie, qui a révélé les pratiques très très sombres d'Alameda, la manière dont il a réussi à littéralement voler l'argent des utilisateurs et des investisseurs pour faire ses bails et s'enrichir de manière très 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 malsaine. Il créait de l'argent à partir de rien, il utilisait l'argent de ses utilisateurs pour s'enrichir et jouer au casino pour faire très simple. En tout cas, c'est la manière dont je l'ai compris. Suite à ces révélations, CZ, donc le CEO fondateur de Binance, annonce publiquement sur Twitter qu'il va vendre ses FTT. Et il a bien confirmé qu'il avait vendu pour 584 millions d'FTT. S'ensuit un feu, tout le monde commence à paniquer, mais encore là, c'est rien. CZ réenchérit, il est très actif sur Twitter, il dit qu'il a appris des erreurs du Luna et quand il voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est simple, il y vend. Le FUD augmente, il y a de l'autre côté la clique d'FTX qui essaye d'apaiser les inquiétudes, il y a Caro, la CEO d'Alameda, qui dit que le rapport de CoinDesk n'est pas complet. Il y a 10 milliards de dollars qui n'ont pas été mentionnés dans le rapport. Donc elle dit ça pour apaiser les inquiétudes. D'ailleurs, Caro dit même à CZ qu'elle est prête à racheter ses FTT pour 22 dollars. CZ va refuser. Là, on voit que c'est la panique. 7 novembre, Alameda commence à vendre du sol parce qu'il était un gros investisseur chez Solana. Donc là, il vend du sol pour acheter du FTT. Le marché saigne et s'enfonce dans un bain de sang sans précédent. CZ annonce sur Twitter qu'il ne savait pas que la situation allait prendre autant d'ampleur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient aussi que oui, les actions de CZ étaient contrôlées parce qu'ils savaient bien qu'en s'exprimant publiquement sur les ventes des FTT, ça allait créer de la panique générale, mais CZ fait comprendre qu'il savait pas que la situation allait dégénérer autant en fait. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur les plateformes centralisées de manière générale. Est-ce qu'elles ont vraiment les reins solides? Est-ce qu'elles conservent vraiment les fonds de leurs clients en sécurité? Ou est-ce qu'elles utilisent les fonds de leurs clients pour jouer au casino? Telle est la question. Suite à cela, CZ partage publiquement que Binance a à peu près 8 milliards d'Ether dans leur cold wallet. Donc, il veut rassurer ses utilisateurs sur le fait que Binance a des réserves pour supporter sa trésorerie. De l'autre côté, il y a FTX qui veut apaiser les inquiétudes en partageant à sa communauté que si elle le souhaite, elle peut estimer leurs revenus en regardant leur buy and burn sur une page dédiée. Mais là, avec du recul, on se rend compte que cette annonce n'était que foutaise, ce n'était qu'un concert de violoncelle, car on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il n'y avait rien du tout. CZ, il commence à dire qu'il y a un concurrent qui essaye de les descendre alors qu'FTX se porte bien, technique de victimisation du manipulateur. Et d'ailleurs, le tweet est supprimé et je pense que ce n'est pas pour rien. 8 novembre, je pense que les retraits ont déjà commencé à être arrêtés. En tout cas, du côté d'FTX, ça charbonne pour que les retraits fonctionnent. Ils ne disent pas qu'ils ont explicitement arrêté les retraits, mais ils disent, voilà, ils essaient d'apaiser les tensions sur le fait que même si les retraits sont au ralenti, ils sont en train de travailler pour que tout se passe correctement. Entre-temps, il y a un nouvel acteur qui arrive, le CEO de Bybit, qui interpelle Alameda parce qu'Alameda aurait vendu ses bits. Donc Bit, c'est la crypto de Bybit, et Alameda était censé les garder pendant 3 ans. Il y a Caro qui répond au CEO de Bybit, elle lui dit « Ouais, refrais, là je suis occupée, j'ai pas le temps ». Mais tu vois, ça m'a fait rire parce que Caro, elle fait la meuf occupée. Bref, continuons. Ensuite, gros retournement de situation qui nous a tous laissé bouche bée. En tout cas, ça a été le cas pour ma part. N'hésite pas à me dire comment tu l'as vécu. SBF annonce que CZ pourrait racheter FTX et au-delà de ça, il encense CZ de compliments et dit qu'ils vont construire ensemble, c'est la famille. Bref, là, on peut voir avec du recul que c'était uniquement le manipulateur qui excelle dans le retournement de veste à son paroxysme. CZ confirme qu'il pourrait potentiellement racheter FTX, mais là, rien n'est encore acté, mais le sujet est sur la table, faut pas non plus s'emballer.
Il y a également CZ qui commence à parler de Proof of Reserve. Il fait savoir que les plateformes devraient pouvoir prouver à leurs utilisateurs quelles ont les réserves qu'elles sont censées détenir pour sécuriser les fonds de leurs clients. La transparence doit être clé et je pense que sur ça, on est d'accord. 9 novembre, alors là, laisse tomber. Là, c'est le retournement de situation qui se retourne encore. C'est la folie. C'est vraiment digne d'une série Netflix, ce qui s'est passé, d'un film même. Parce que là, CZ annonce que finalement, il ne va pas racheter FTX. Les comptes de l'entreprise sont trop sombres. Il n'y a rien qui va. Et là, pour CZ, c'est un peu... Non. Et là, pour SBF, c'est un peu la descente aux enfers. En quelques jours, il perd plus de 14 milliards de dollars. Sa fortune fond comme neige au soleil. Et tu vois, petit point réflexion, il faut plusieurs années pour construire une réputation et seulement quelques jours pour la détruire. Et là, c'est littéralement ce qui s'est passé avec SBF, qu'on peut maintenant appeler menteur, sociopathe, manipulateur. Et là, ce n'est pas un avis parce que les faits nous l'ont prouvé. C'est grave. D'un côté, il est là, il dit, vous inquiétez pas, tout se passe bien, ma société n'a pas de problème. Après, il supprime son tweet et on se rend compte que c'était un tissu de mensonges. Faut dire les termes. En tout cas, c'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe. Surtout que SBF, il faisait la une de Forbes, tout le monde disait oui, le milliardaire le plus riche de moins de 30 ans, celui qui veut redonner toute sa fortune aux pauvres. Mais comment ça en fait? Tu veux voler les pauvres pour après leur rendre l'argent que tu leur as volé? Mais on est où en fait? Tu vois ce que je veux dire? Bon, sinon sur Twitter, il y a le sujet de Proof of Reserve qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a des entreprises qui partagent publiquement le fait soit qu'elles ne soient pas exposées à FTX ou soit qu'elles ont les reins solides pour sécuriser les fonds de leurs clients. D'ailleurs, le 10 novembre, CZ, il partage sa Proof of Reserve, donc tu vois, il est initiateur. La situation se détériore pour FTX. SBF partage un long thread où en gros il dit que sa priorité numéro 1 c'est de protéger ses utilisateurs. Il veut trouver de la liquidité pour que ses utilisateurs puissent retirer leurs cryptos sur FTX. Donc CZ charbonne, il cherche à lever des fonds, plusieurs milliards de dollars, en vain malheureusement, car les gens sont tous en mode et refrais, là on n'est pas ensemble frérot, on n'est pas ensemble. Mais heureusement, il y a Justin Sun qui est un peu le sauveur de la situation parce qu'il réussit à apporter une solution pour permettre aux utilisateurs de retirer une partie de leurs fonds bloqués sur FTX. En fait, il va créer une facilitation de retrait via Tron où les gens pourront retirer des Tron un pour un. Mais il y a un peu un problème dans cette solution, c'est que le cours du Tron sur FTX est nettement supérieur au cours du Tron sur les marchés. Pour te donner un exemple, là j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que un Tron sur FTX valait 3 euros alors que un Tron sur le marché crypto valait 1 euro. Ça veut dire que là ils allaient retirer un Tron à 3 euros qui pourrait après uniquement revendre à 1 euro. Mais bon, on pourrait dire que c'est mieux que rien. Ensuite, à 8h08, les retraits sont autorisés pour les gens aux Bahamas. En tout cas, c'est ce que FTX partage sur Twitter. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'à 11h56, il y a la commission de sécurité des Bahamas qui annonce qu'elle stoppe les retraits d'FTX. Après, l'enfer continue. On apprend qu'il y a une grosse partie de l'équipe d'FTX qui jette l'éponge, qui démissionne. La situation est ingérable. Maintenant, 11 novembre, FTX annonce que les retraits pour les utilisateurs devraient revenir et après, la nouvelle tombe. Je pense que personne ne s'y attendait. Je pense qu'on pensait tous au fond de nous qu'on allait réussir à avoir une issue favorable à cette histoire, mais non. SBF annonce officiellement que ces entreprises FTX et FTX US sont en faillite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe FTX, c'est plus de 125 compagnies. Donc, ça va vraiment avoir un gros impact sur l'ensemble de l'écosystème crypto et ça, on va le voir juste après. Mais avant ça, le 12 novembre, il y a FTX partage leur press release officielle
Alors qu'on pensait que c'était vraiment la fin, parce que là, comment est-ce que tu peux aller plus bas que terre qu'une faillite? Tu peux pas. Ben là, on n'était pas au bout de nos surprises. Parce que le 12 novembre, on apprend que la plateforme FTX a réussi, parce que là, pour moi, c'est vraiment, c'est grave. La plateforme FTX a réussi à se faire hacker. Il y a le ref Ryan Miller, je sais plus comment il s'appelle, qui parle d'anomalies, de mouvements. Ils veulent pas trop dire les termes, mais les termes, on les connaît. Malgré l'arrêt des retraits, FTX s'est fait hacker à plus de 600 millions de dollars, donc le peu d'argent qui lui restait dans sa trésorerie. Donc plusieurs personnes ont vu la valeur de leur compte sur FTX à zéro. Donc même si elles ne pouvaient pas retirer, elles avaient quand même accès à l'affichage de la valeur sur leur compte. Il y a FTX qui rassure, qui dit qu'ils ont réussi à limiter la casse en transférant une partie vers un cold wallet. Ce qui est assez particulier, c'est que l'identité du hacker serait connue, mais il me semble qu'elle n'ait pas encore été révélée. Bon, pour te résumer ce hack, la plateforme FTX se fait hacker, le site se fait hacker, l'application se fait hacker, donc on dit à tout le monde de ne rien télécharger, de ne pas se rendre sur le site. Et le pire, ça c'est vraiment le truc qui m'a choqué, même le compte bancaire de certains utilisateurs se serait fait hacker. La situation est vraiment hors de contrôle. Personnellement, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Et là, j'ai envie de te reposer la question que je t'ai posée juste avant. Si tu n'avais pas conscience ou connaissance de ces événements, qui l'eût cru? L'eusses-tu cru? C'est vraiment la question. L'eusses-tu cru? Et ce qui est assez triste, c'est que les identités des clients pourraient potentiellement être révélées dans le futur si ça nous fait un coup à la Celsius où on a vu que tous les utilisateurs de Celsius avaient été doxés. Et ça, franchement, c'est encore une fois, c'est ce que je disais au début, mais c'est très très triste. J'espère vraiment que tu n'étais pas exposé à FTX. Et même, on va voir aussi les dommages collatéraux parce que ça, c'est encore là, c'est l'intro du début du commencement. Tu vois ce que je veux dire? Et même si on prend le système de KYC, au début, je trouvais ça sécurisant de passer un KYC pour relier ses cryptos à son identité, mais là, on se rend compte que c'est extrêmement risqué. Et même dans le futur, là, je vais y revenir tout à l'heure, mais il faut fuir les plateformes centralisées. C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais là, on en a eu une preuve encore plus concrète. C'est grave. 13 novembre, autre petit rebondissement, on va y revenir, mais il y a le CIO de Crypto.com qui a partagé qu'il a par erreur, malencontreusement, envoyé 400 millions de dollars en Ether à une mauvaise adresse. Là, quand même, faut être motivé pour faire ce genre d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Revenons sur une série d'événements majeurs supplémentaires qui vont nourrir notre réflexion et analyse de la situation, le crash d'FTX. Il y a SBF qui aurait transféré 4 milliards de dollars à Alameda après avoir subi des pertes en mai-juin suite au crash de Terra Luna. Alameda doit environ 10 milliards de dollars à FTX. Tu vois que là, on parle en milliards, donc les sommes sont très colossales. Et littéralement, FTX, c'est un voleur, contrairement à Celsius Eco, parce que FTX n'avait littéralement pas le droit d'emprunter l'argent de ses clients. C'était littéralement stipulé sur leurs conditions. Et c'est ce qu'ils ont fait malgré tout. SBF savait tout, bien sûr, donc c'est SBF le voleur par extension. Autre nouvelle assez particulière, et ça m'a surpris que c'est quelque chose qui soit rendu public maintenant. En fait, il y aurait un lien très étroit entre FTX et la SEC, car le président de la SEC, Gary Gensler, connaissait le père de Caro qui est la CEO d'Alameda Research. C'est assez particulier. Je pense qu'FTX aurait bénéficié de plusieurs traitements avantageux. Je vais t'épargner les bails assez particuliers qui aurait pu y avoir entre SBF et Caro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mère d'SBF avait également des liens avec une campagne présidentielle. Et SBF lui-même était étroitement lié à la politique. Il avait d'ailleurs financé la campagne d'un des candidats. Il me semble que c'est Joe Biden. Je te mettrai la capture d'écran si je la retrouve. Et si on reparle du deal de Twitter, la semaine dernière, on avait vu qu'SBF n'avait pas souhaité investir dans Twitter. Elon Musk s'est exprimé sur le sujet. Il a dit qu'il n'avait
pas senti SBF. Il n'était pas sûr qu'SBF avait les 4 milliards de dollars quand il a eu un bref échange avec lui. C'est aussi pour ça que le deal ne s'est pas fait. Autre feuille qu'il y a eu sur Twitter, beaucoup de personnes disaient que le président de Salvador avait des bitcoins bloqués sur FTX, ce qui n'est pas le cas. C'est une information qui avait été démentie par CZ. On a également vu un mini FUD autour de l'USDT, du Tether qui a commencé à dépeg, mais là encore plus de peur que de mal. Toutes ces informations, tout ce scandale autour d'FTX ont poussé de nombreux projets crypto à annoncer qu'ils avaient zéro ou très peu d'exposition à FTX comme Nexo ou Aptos. D'ailleurs, c'est drôle que Nexo ait partagé cela publiquement. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait des informations qui pourraient potentiellement compromettre l'avenir de Nexo qui avaient été partagées. Moi, j'avais dit que si j'étais sur Nexo, je retirais mes fonds. Des personnes m'ont dit oui, mais non, Nexo, c'est une plateforme sûre. J'ai fait mes recherches. Ce qui est dommage, c'est que là, on voit que même quand on fait ces recherches, les plateformes centralisées sont comme des boîtes noires et malheureusement, on ne peut pas savoir si elles ont une bonne gestion des fonds de leurs clients. C'est pour ça que dès que j'ai le moindre doute sur une plateforme, je me retire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour finir avec des points très intéressants concernant FTX, FTX est passé à générer des sommes à 8 chiffres par jour, à faire faillite et crouler sous les dettes. SBF avait une valeur à 26 milliards de dollars à son pic, avec FTX qui avait une valeur de 32 milliards de dollars. Et aujourd'hui, FTX est en faillite. Et le capital, la net worth d'SBF est littéralement de zéro, si ce n'est négatif, parce que là, il doit plusieurs millions de dollars à plusieurs plateformes. Et ça, on va y reparler dans la partie 2. Dans la partie 2, on va revenir sur les conséquences et les dommages collatéraux de la chute d'FTX. On va également voir quelle est la stratégie à adopter en tant qu'investisseur sur le long terme, parce que on garde nos convictions testostéronées. C'est un crash, c'était pas le premier, il y en aura d'autres. On a perdu, mais on perd, on gagne. Malheureusement, c'est le jeu de la crypto, c'est extrêmement risqué et je pense que tu le sais. Et on va également parler de l'effet domino qui pourrait se produire. Donc, si la partie 2 est disponible, tu la retrouveras en description. Sinon, je te dis à demain et pense à me partager tes retours en commentaire. Mettre un petit pouce j'aime, t'abonner si ce n'est pas encore fait pour donner de la sephore. Et moi, je te dis à très vite ou à demain ou encore mieux, rejoins la lettre alpha, le lien est en description parce que je vais te partager des informations croustillantes. Et si tu veux rejoindre le club alpha où on a un Telegram privé et on fait des lives une fois par semaine pour partager nos stratégies sur le marché et pour passer tout le bear market et faire un x10 voire plus sur notre portefeuille au prochain bull run, le lien est également en description. Tu sais qu'ici, il n'y a aucun conseil en investissement. On est juste dans le partage de connaissances. Et c'est tout pour moi. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.